Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Euh, Bienvenue à cette deuxième partie du webinaire sur le trouble du spectre de l'autisme dans le cadre de la vie professionnelle. Je suis ravie de vous voir encore nombreux cet après-midi. Donc cet après-midi, nous allons vous présenter différents témoignages, présentation des dispositifs du Centre Lillois de réadaptation professionnelle et présentation du KitCom du CRA. Puis nous conclurons cette table ronde virtuelle avec Joseph Chauvanec qui nous fait l'honneur d'être parmi nous encore aujourd'hui. Donc, petit point de technique avant de débuter tout de suite avec le témoignage de Pôle emploi. N'hésitez pas à chatter, réagir dans le chat. Voilà. Donc, je vais reprendre la main pour donner la parole à Madame Guillain. Oui. Ah ben voilà, vous avez réactivé votre micro. Ouais. Je vais vous mettre... Vous voulez que je le referme? Est-ce que vous avez une vidéo? Non, vous pouvez rester le micro allumé. Je regarde si on pourrait vous voir, ce serait mieux. Vous avez une webcam? Oui. Bon, je vais regarder ça. Alors, attendez, moi, j'ai fermé la vidéo. Vous pouvez réactiver votre vidéo. Hein. Ouais, attendez. OK. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo car c'est l'animateur qui l'a arrêté. Oh. Donc, il faut que vous la réactiviez. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà. Démarrer ma vidéo. Quelques petits points techniques, mais voilà, c'est bon. On vous voit bien. Donc voici Nathalie Guillain qui va nous présenter le parcours de recrutement et d'intégration de Marie, qui travaille depuis novembre 2018 au service santé et conditions de vie au travail chez Pôle emploi. Alors oui, elle travaille depuis juillet en fait. Le recrutement a démarré en novembre. Il faut un peu de temps pour s'organiser pour ce type de recrutement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, effectivement, je travaille comme chargée des conditions de vie au travail à Pôle emploi, la direction régionale. Et je vais vous expliquer donc un peu le parcours de l'intégration de Marie, donc de la prise de contact avec le CRA jusqu'à son intégration au sein de notre établissement. Alors, n'hésitez pas à poser les questions que vous jugerez nécessaires ou faire des remarques si vous le souhaitez. Donc en fait, le recrutement en fait a démarré par une prise de contact avec le CRA de Lille lors d'une conférence qui a eu lieu sur l'autisme donc en novembre 2018. Donc là, il y a une rencontre avec la chargée d'insertion professionnelle du CRA avec laquelle nous avons échangé sur comment faire pour intégrer au sein de l'établissement une personne qui est atteinte d'autisme, pardon. On a l'occasion du coup d'échanger sur les conditions d'intégration, sur les précautions à prendre par rapport à ce type de recrutement. Et on a passé beaucoup de temps, parce que j'ai travaillé avec Madame Blondel, une collègue, sur le recrutement de Marie. Alors, Marie, c'est la personne que nous avons intégrée au sein du service santé. Donc, je vais vous expliquer là les différentes étapes du processus de recrutement jusqu'à son intégration effective. Donc, dans un premier temps, nous avons pris contact, comme je vous l'ai dit, avec le CRA qui, par le biais de la chargée d'insertion professionnelle, nous a transmis des CV. Sur un poste, on cherchait quelqu'un qui avait un profil plutôt administratif. Donc, c'était assez large comme consigne. On a reçu 8 CV et puis sur les 8, on en a sélectionné 3. Et puis parmi ces 3, on a réalisé un
un entretien avec l'une de ces 3 personnes. Alors, bien en amont, il a fallu quand même préparer à la fois, parce que le process de recrutement, on l'a adapté évidemment à ce recrutement. On s'est dit, mais comment on va faire pour communiquer et puis pour mettre à l'aise la personne que l'on va recevoir. On a fait tout un travail aussi sur le poste qu'elle allait occuper. On a fait tout un travail aussi de sensibilisation auprès de nos équipes avant même de lancer la procédure de recrutement. C'est-à-dire on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des RH, enfin des collègues des RH, afin de recueillir leur avis sur voilà, on va recruter quelqu'un qui est autiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'était une question assez large. Donc, on a eu des réactions diverses et variées. L'objectif étant de lever les freins si jamais il y en avait, et il y en a eu évidemment. Beaucoup de questions sur c'est quoi l'autisme, comment intégrer cette personne, en cas de crise, comment se comporter. Enfin voilà, on avait des questions de ce type-là. Donc, on a pu du coup échanger à travers et avec l'aide d'ailleurs de Madame Joguet du CRA, on a pu répondre à ces interrogations-là en animant des sessions de sensibilisation auprès des collègues qui ont pu du coup bénéficier de la prestation de Madame Joguet qui est venue expliquer ce que c'est que l'autisme auprès des collègues, qui ont pu aussi du coup poser les questions qu'ils jugeaient nécessaires et qui se posaient pour l'intégration de Marie. Donc, on a fait un gros travail donc, de sensibilisation. Moi-même, j'ai appelé d'autres collègues, d'autres régions qui avaient intégré des autistes dans leur service pour voir un peu comment ça se passait, les précautions à prendre, etc. Donc, je me suis aussi documentée, j'ai lu sur l'insertion professionnelle. Je dis autiste pour simplifier les choses. Je sais que c'est tout à fait comme ça qu'on devrait dire, mais voilà, c'est pour être plus simple dans mes propos. Donc, on a fait un travail avec Madame Joguet aussi de repérage. Alors, en fait, par rapport au recrutement, on a fait quelque chose un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'habitude, on part des CV des personnes et on définit le poste, on définit l'activité attendue, les missions, etc. Et on cherche la personne qui a le profil le plus adapté aux activités, aux missions qu'on veut lui confier. Là, on a travaillé avec ma collègue de manière un peu inversée. On est parti des CV que le CRA nous avait donnés. On a repéré dedans, parmi les profils et les expériences de chacun, les expériences qui étaient qui répondaient le plus à nos attentes. Et on a défini un peu un profil de poste en fonction des profils qu'on nous avait envoyés, et pas l'inverse en fait. Ce qui nous a permis très vite d'identifier le CV de Marie comme étant celui qui correspondait, enfin, voilà, avec lequel on pouvait trouver le plus de points communs avec nos attentes et nos missions. Ce qu'on a fait aussi pour préparer Marie à l'entretien, c'est qu'on lui a envoyé, on a fait un questionnaire, on lui a envoyé un document avec les questions qu'on était susceptible de lui poser pour qu'elle puisse s'y préparer. Il y a eu tout un travail, je sais, en amont aussi avec Madame Joguet sur la préparation de cet entretien. On s'est entretenu avec Madame Joguet pour voir quelles précautions il fallait prendre pour réaliser cet entretien et mettre à l'aise le plus rapidement Marie. Donc, on a reçu Marie dans ces conditions-là. Elle avait au préalable reçu nos questionnements. Elle avait aussi… et nous, on avait pu aussi se préparer à son accueil pour cet entretien qui s'est, ma foi, très bien passé. Marie était assez à l'aise malgré tout. On s'était entretenu un petit peu avant l'entretien avec Madame Joguet, pour voir si toutes les conditions étaient réunies pour mener à bien les échanges avec Marie. Et puis, dès le premier entretien, en fait, on a senti que les choses se passaient bien, que Marie faisait des gros efforts de communication, avait préparé son entretien. Bon, elle était un peu stressée, évidemment, mais ça n'a pas bloqué la communication. Et en tout cas, on a pu mener l'entretien comme on le souhaitait. Elle a pu poser les questions
qu'elle souhaitait également. On a à cette occasion-là aussi prévu de lui faire une visite des locaux pour qu'elle puisse aussi s'imprégner un petit peu des locaux. On lui a indiqué aussi qu'il y avait des salles de repos dans lesquelles elle pouvait s'isoler si elle le souhaitait, si elle en éprouvait le besoin. On lui a montré l'espace où elle pouvait se restaurer le midi. Enfin, on lui a parlé de choses assez concrètes. On lui a montré aussi par rapport à son activité les documents très concrets, les process qu'on avait écrits, qui étaient écrits et qui lui seraient demandés de suivre. Donc, quand elle a vu aussi les documents sur les process écrits, elle a été rassurée, je pense, sur les attendus. Et elle nous a confié que voilà, elle était en capacité de savoir faire. Que vous dire aussi? Alors, on s'est entretenu aussi avec le médecin du travail. Je pense que c'est important aussi de le mettre dans la boucle pour échanger sur l'adaptation de poste éventuelle, les conditions. Alors, sachant que pour l'adaptation de poste, on a beaucoup hésité à mettre Marie dans… on a très peu de bureaux individuels. Donc, c'était soit la mettre dans un bureau individuel, mais qui était assez éloigné de l'équipe, ou la mettre dans un bureau avec 2 autres personnes. Donc, ne sachant pas quoi faire, dans le cadre de la visite des locaux, on a demandé à Marie ce qui lui convenait le mieux. Et puis, elle nous a confié que le bureau avec les 3 personnes, bon, elle était malgré tout dos à la porte, donc on pensait que ça serait un gros inconvénient. Et puis, elle s'est dit non, ça devrait aller. Et puis, on s'est dit, de toute façon, on va faire un essai. Si ça ne va pas, il y a toujours la possibilité de changer de bureau et d'adapter le bureau en fonction pour mettre le mari dans les meilleures conditions. Et en fait, elle est restée dans ce bureau depuis 1 an maintenant. On a organisé aussi un tutorat, ce qui me semble important pour suivre aussi l'activité. On s'est très vite rendu compte que Marie allait très, très vite dans ses missions, en fait, et que il fallait qu'on enrichisse en fait son activité. Là, on est en train d'essayer d'élargir encore plus l'activité. Alors là, pour l'instant, elle travaille pour le service santé, conditions de vie au travail. Et là, on commence à la monter en compétences pour qu'elle travaille aussi avec le service paye, ce qu'elle a commencé à faire. Donc, on élargit encore un peu plus son activité. On y va crescendo, je vais dire, mais Marie est très demandeuse, elle est très ouverte, elle s'est très bien intégrée aux équipes. Après, c'est quelqu'un qui effectivement communique très peu. Donc ça, pour moi, c'est assez compliqué pour les équipes. C'est-à-dire que quand Marie, en fait, on avait du mal à capter les moments où elle n'allait pas bien, où ça allait pas assez vite pour elle. On avait du mal à évaluer la charge de travail, si ça convenait ou pas au rythme de Marie. Et surtout, on avait du mal à capter les moments où ça allait pas bien et les moments où ça allait bien. Enfin, donc, on lui a proposé, c'est Madame Joguet d'ailleurs qui nous l'a suggéré, de mettre de façon visuelle, de faire un petit bandeau avec les smileys qui sourient jusqu'au smiley qui est triste. Et comme ça nous a permis, donc avec un petit curseur, elle peut nous montrer les moments où ça va bien et les moments où ça va moins bien. Et quand ça va moins bien, on peut du coup aborder avec la question avec elle pour savoir comment faire en sorte que ça aille mieux. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Est-ce que c'est le bruit environnement? Est-ce que c'est l'activité? À un moment, elle s'ennuyait. Donc, voilà, on a pu du coup utiliser ce moyen-là pour Marie. Alors, ça reste compliqué, la communication. Elle ne va pas vers les autres. On n'a pas, parfois, on hésite à aller la voir, on a l'impression qu'on la dérange, même si ce n'est pas forcément vrai. Faut toujours trouver l'équilibre entre ne pas la laisser seule, parce qu'on aurait tendance, voilà, elle dit pas que ça va pas, elle sourit, tout va bien, et on se rend compte que tout va pas si bien que ça. Donc, il faut aller vers elle sans trop y aller, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop intrusif non plus, trop maternant. Enfin, voilà. Il y a juste un petit équilibre que je pense qu'on a réussi à avoir aujourd'hui. Donc, Marie a fait 12 mois de CDD. Là, elle aura fait 12 mois en juillet. Et on est en bonne voie, je dirais, pour lui proposer un CDI qui devrait normalement pouvoir se concrétiser là au mois de juillet pour
bon, je sais qu'elle est un peu en stress par rapport à ça. On a des procédures de recrutement qui sont assez lourdes à Pôle emploi. Donc là, elle est dans l'attente de la réponse qui devrait se faire cette semaine. On a beaucoup communiqué aussi au sein de notre établissement sur l'autisme. On a fait des articles dans la communication interne. Il y a Madame Joguet aussi qui a fait une vidéo qu'on a mis à la disposition de toutes les personnes pour les sensibiliser à l'autisme. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'a priori, de méconnaissances, d'idées toutes faites qui, sur lesquelles les gens se reposent et qui bloquent peut-être et qui sont un frein, je pense, à l'intégration et qui ont été un frein à l'intégration de Marie, qu'on a soulevé très rapidement. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai pas le temps de le lire en même temps que je parle. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris non plus. Je l'ai fait pour vous. Ah, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très clair, très bien, très clairement expliqué. On a eu une question concernant les smileys que vous évoquiez. En fait, la question et les smileys étaient à sa disposition. De quelle façon, en fait, vous faisiez? Est-ce que c'était par mail? Est-ce que c'était des images? Alors, c'était accroché au mur, à côté de son bureau. C'était un bandeau de smiley avec un post-it, un petit post-it qu'elle mettait sur le smiley qui correspondait à son humeur du jour ou du moment. D'accord. Ouais. Voilà. Après, on communique beaucoup plus par mail. Elle n'est pas à l'aise du tout avec le téléphone. Dans la communication orale, ça va de mieux en mieux. C'est quelqu'un qui est très souriant, qui est très avenant, très agréable. Même si on voit que les communications, elles sont très courtes. Est-ce que, je ne sais, je pense pas que vous aviez, qu'est-ce qu'elle avait comme formation initiale? Je ne l'ai plus en tête. Elle a un bac en secrétariat, je pense. D'accord. Sachant si je ne l'ai pas retenu, c'est que c'était pas. En fait, ce qui était important pour nous, ce n'était pas tant le diplôme que son expérience. En fait, elle avait travaillé auparavant, elle avait fait un travail administratif, je crois que c'était à Auchan, dans la grande distribution, et elle avait pu acquérir du coup des compétences. D'accord. Et oui, elle a un bac secrétariat, gestion, comptable, enfin quelque chose comme ça, métier administratif. Et enfin, deux petites dernières questions. Comment avez-vous organisé le tutorat? Donc, c'était vous, la tutrice? Alors oui, on était deux. Alors moi et une collègue, on est toutes les deux dans le service santé et conditions de travail. Alors pourquoi deux tuteurs? Parce que on estimait que quand l'un n'était pas là, il y a toujours l'autre qui serait là pour assurer un suivi, ce qu'on a fait d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le dire. Avec le CRA, avec Madame Joguet notamment, on s'est vu une ou deux fois depuis son recrutement. Enfin, quand on jugeait utile, quand on souhaitait faire un point, on a appelé Madame Joguet qui s'est rendue disponible. On a parlé des conditions d'intégration de Marie. Et après, Marie est venue et on a parlé avec Marie et Madame Joguet de son intégration, ce qui permet aussi, ce qui nous a permis aussi d'avoir les bons conseils de Madame Joguet par rapport notamment à la communication. Comment communiquer, qu'est-ce qui peut faire blocage, le rythme de travail aussi. C'est vrai qu'on a été très, très surpris du rythme soutenu. Marie, on a dû lui imposer presque des pauses, quoi. On a dû lui dire, il faut que tu fasses des pauses tous les autant de temps, tu peux t'isoler à tel endroit. Voilà. Oui, d'accord. Oui, donc c'était vraiment à vous de maintenir un rythme pour pas qu'elle s'épuise. Oui, ouais. Sinon, elle ne pouvait pas le faire d'elle-même. Oui, alors oui, c'est vrai qu'en parlant d'épuisement, très vite, Marie a demandé à passer à 80%. Ouais. Donc, elle ne travaille pas le mercredi, ce qu'on a accepté, hein, de manière à faire une pause le mercredi et ça lui est bénéfique. Hein. Sinon, elle s'épuise. Et comme je dis, on n'a pas les signaux, ce qui est compliqué hein, par rapport à d'autres collègues.
quelqu'un de fatigué, on va le voir même physiquement, ou il y aura des gestes ou des signaux d'énervement ou d'épuisement. Chez Marie, on ne voit pas ça. Donc, du coup, il faut savoir capter. Enfin, là, on commence à la connaître maintenant. Donc, par exemple, quand elle se gratte la tête comme ça veut dire, oh là, ça ne va pas. On repère quelques petits signaux comme ça pour, ben voilà, pour être en alerte et lui signifier et pouvoir avancer comme ça avec elle, ou elle se réfugie dans son portable. D'accord. Donc, il y a des petits signaux comme ça. Très bien. Je vois que le temps avance, donc je vais vraiment vous remercier pour votre intervention. Je pense que c'était très positif. Je vais proposer à Madame Gors de l'association Vivre et Travailler Autrement. Donc, Madame Gors, je vais vous activer, enfin, vous proposer d'activer votre micro. Voilà, et la vidéo ensuite. Voilà. Bonjour. Donc, je vous présente Yeni Gors, qui va présenter son association Vivre et Travailler Autrement, ainsi que les particularités de cette association, notamment le profil des travailleurs concernés, le travail en CDI en milieu ordinaire, l'habitat dédié, des professionnels formés et dédiés à l'accompagnement. Et toute sa présentation, en fait, va tourner autour du cas d'Andros qui a été évoqué par M. Chovanec vendredi matin. Donc, Madame Gors, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. On parle souvent, et donc Joseph l'a fait vendredi, de l'expérience Andros. L'expérience Andros, c'est l'expérience que nous avons menée avec Monsieur Dufresne, qui était à l'origine un des dirigeants du groupe et qui est aujourd'hui le président de l'association, parce que c'est la première expérience que nous avons eue avec une entreprise et la grosse différence finalement, c'est que nous sommes tous les deux partis du monde de l'entreprise, vu que j'étais moi-même salariée du groupe. Pour pouvoir ensuite développer cette expérience et sensibiliser le plus grand nombre d'entreprises, nous avons décidé de créer une association totalement autonome et indépendante de l'entreprise Andros, pour la mise en place du projet et le développement qui s'en est suivi. Le projet consistait à prouver aux entreprises françaises, en tout cas, que les adultes autistes pouvaient être réellement compétents, même si c'était des adultes autistes qui, à l'origine, étaient les plus éloignés de l'emploi. Quand nous avons commencé à travailler, c'est vrai que l'autisme n'était pas encore autant connu et reconnu qu'aujourd'hui. On commençait à peine à reconnaître les compétences des adultes autistes de haut niveau, Asperger, etc. Et nous, on a voulu montrer que les adultes autistes qui étaient de l'autre côté du spectre, qui, par exemple, ne savaient pas forcément lire et écrire, qui n'avaient pas forcément accès à la communication verbale, en tout cas qui ne l'utilisaient pas pour communiquer et échanger, que même ces personnes-là, donc là, on parle de personnes qui à l'origine avaient une notification femme ou masse, donc totalement éloignées du monde de l'emploi, que ces personnes-là, justement, elles pouvaient être compétentes dans le monde de l'entreprise, mais pour qu'elles soient réellement compétentes, ça nécessitait de mettre en place un gros dispositif qui allait permettre de sensibiliser, de préparer tout l'environnement de travail dans l'entreprise, mais qui nécessitait aussi un fort accompagnement parce qu'en effet, et c'est ce que disait la personne avant moi,
toutes les personnes autistes ont besoin d'accompagnement. Après, le degré va être différent en fonction de chaque personne et en fonction des besoins. Mais pour moi, la clé de la réussite, c'est vraiment l'accompagnement. Et pour le coup, nous, justement, nous accompagnons des adultes autistes qui ont besoin d'accompagnement permanent. Et puis, la vraie différence aussi dans le projet que nous avons mené, c'était de lier la partie travail à la partie vie quotidienne. Pour nous, ce qui était important, c'était de prouver que les adultes autistes, peu importe leur niveau finalement, pouvaient être compétents, pouvaient avoir leur place dans l'entreprise et dans la vie en général, dans la société, tout en étant utiles, mais qu'il fallait qu'ils soient accompagnés. Et accompagnés par une seule et même équipe qui allait les connaître, qui allait répondre systématiquement à leurs besoins. Donc, nous avons créé des dispositifs. Donc, aujourd'hui, l'association Vivre et Travailler Autrement porte des dispositifs d'inclusion d'adultes autistes, mais l'inclusion pour nous, c'est dans l'entreprise et aussi dans une vie et dans l'habitat. Les dispositifs s'adressent à une dizaine d'adultes autistes que l'on va intégrer dans une entreprise, que l'on aura préparé en amont, en ayant préparé l'environnement de travail, sensibiliser, former, expliquer ce qu'était l'autisme. Et puis, ce sont des adultes autistes pour qui on prévoit un lieu de vie dédié, adapté à leurs besoins et à leur rythme de travail. Donc, les adultes autistes qui avaient à l'origine une notification femme ou masse, qui n'avaient pas forcément eu d'expérience professionnelle, que ce soit en tant que stagiaire, que ce soit dans le cadre des AT ou autres, on a prouvé qu'ils étaient capables de travailler, qu'ils étaient très compétents, qu'ils pouvaient se rendre indispensables dans une entreprise. Et notre objectif, c'est de leur permettre, avec l'accompagnement qui est mis en place, de signer des CDI. Donc, les adultes autistes, ensuite, ont des CDI de droit commun. Alors, certes, ce sont des CDI à mi-temps, parce que, vu le niveau de dépendance qu'ils pouvaient avoir au début de leur arrivée dans nos dispositifs, pour leur permettre de devenir des adultes à part entière, pour nous, il paraissait essentiel de leur permettre d'avoir un travail, mais aussi de devenir des adultes le plus autonomes possible. Et pour ça, ça nécessite de leur accorder du temps pour travailler tous ces aspects. Donc, sur l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place, les adultes autistes travaillent le matin et les après-midi sont dédiés à des activités en lien avec la vie d'adulte, c'est-à-dire apprendre à faire ses courses, à faire le ménage, à faire la cuisine, à faire aussi des activités de loisirs, parce que ça aussi, c'est des apprentissages. Et puis, leur donner les outils pour avoir plus d'autonomie après. Et puis, pour profiter aussi du salaire qu'ils vont pouvoir obtenir en travaillant en CDI dans une entreprise. Donc, les dispositifs que l'on met en place, finalement, on est beaucoup identifié dans le cadre de l'inclusion professionnelle, mais pour nous, notre objectif, c'était plus de changer de regard sur l'autisme dans un territoire complet. C'est-à-dire que, vu que on va sensibiliser les salariés d'une entreprise, mais qu'il y a aussi de façon obligatoire la mise en place d'un lieu de vie, que les adultes autistes ont fait le nécessaire pour que les activités dont ils peuvent bénéficier, ce soit des activités normales vers l'extérieur. Ça nécesse aussi de sensibiliser tout un territoire et l'écosystème autour de l'entreprise. Et donc, par ce biais-là, de sensibiliser au changement de regard et à l'acceptation
des adultes autistes et puis de la différence plus globalement. Voilà, donc la première expérience qui a été menée, c'était dans une des usines du groupe Andros, donc en Eure-et-Loire, dans une usine qui fabrique des produits laitiers, des yaourts. Et puis aujourd'hui, nous travaillons avec plein d'autres entreprises dans d'autres types d'activités, en sachant que le point de départ pour la mise en place de nos dispositifs, ce sont les entreprises. Notre travail aujourd'hui consiste à convaincre les entreprises des compétences et de la plus-value de ces travailleurs-là, et puis de déployer une équipe qui va accompagner les acteurs d'un territoire à la mise en place de ce projet et à l'accompagnement des adultes autistes. Vu que notre objectif n'était pas de porter nous-mêmes l'ensemble des dispositifs, mais de s'appuyer sur des expériences territoriales et des expertises locales pour transmettre ce que nous avons appris, donc transmettre notre savoir-faire et le mettre à disposition des acteurs du territoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, s'il faut que je développe un petit peu. On a justement quelques petites questions. Je n'osais pas vous couper. Hein. Mais donc, existe-t-il d'autres entreprises sur le territoire qui développent ce genre d'organisation pour accueillir des personnes ayant des troubles autistiques ? Sur le territoire, je pense qu'au niveau national, est-ce que vous avez connaissance d'autres associations dans le même genre que votre association, ou est-ce que vous êtes vraiment les seuls sur le marché? Oui, alors ce qui fait notre différence, c'est que c'est le fait d'avoir pensé les besoins de l'adulte autiste dans sa globalité. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'expériences, et c'est le cas justement dans la région de Lille, de beaucoup d'expériences très intéressantes et très réussies sur le domaine de l'emploi, l'inclusion professionnelle. Il y a aussi en France des expériences qui mettent en avant la nécessité de sortir des établissements pour aller plutôt vers de l'habitat inclusif à destination des adultes autistes. Par contre, nous, ce que nous avons prouvé, c'est que les deux devaient aller ensemble et être portés par une seule et même structure. Et c'est, je pense, ce qui fait notre différence aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres structures qui fassent ce que l'on a commencé à faire. Après, aujourd'hui, il y en a d'autres parce qu'on a transmis notre savoir-faire à des acteurs locaux de différents départements, mais qui à l'origine étaient totalement indépendants de nous. Pas à ma connaissance, mais… Il y avait d'autres questions concernant plutôt quel est le profil des professionnels qui travaillent dans l'association et avec quel financement vous fonctionnez? Alors, il faut différencier le projet initial, celui qui se trouve en Eure-et-Loire et qui est le projet qui a été à l'initiative du groupe Andros. Alors, celui-ci, aujourd'hui, il est financé par les tutelles, conseil départemental et ARS dans le cadre d'un SAMSA, vu qu'au début, on fonctionnait par subvention et ensuite par un transfert de gestion. Nous avons obtenu un agrément pour un SAMSA. Alors, c'est un petit peu différent parce qu'on est en train de créer deux associations. Aujourd'hui, je suis la directrice de l'association, mais qui a deux activités différentes. Donc, il y a celle de gérer au quotidien le lieu de vie et le projet d'inclusion des 10 adultes autistes d'origine. Et puis, il y a l'activité dédiée au déploiement, c'est-à-dire à l'accompagnement des autres acteurs du territoire et donc avec d'autres entreprises. Et donc là, pour le coup, ce ne sont pas du tout les mêmes compétences
parce que pour accompagner les adultes autistes au quotidien, nous avons fait appel à des professionnels du type AES, moniteur éducateur, pour accompagner les entreprises. Et donc, sur toute la partie dédiée au déploiement et à l'accompagnement des entreprises, nous faisons plus appel à des chefs de projet qui vont avant tout connaître le monde de l'entreprise, parce qu'on est persuadé que c'est ce qui a fonctionné. Moi, quand j'ai débuté l'aventure, je ne connaissais pas l'autisme, je ne connaissais pas le handicap, je ne connaissais pas le social ou le médico-social. Et pour autant, en tant que salarié, je connaissais le monde de l'entreprise, ses enjeux, ses contraintes, le rythme. Et voilà, je me suis beaucoup documentée et j'ai beaucoup appris. Mais je pense que la vraie clé, c'est la sensibilité et l'ouverture à cette différence. Et puis après, la capacité de montrer que ça va être réellement un atout réel pour tout le monde et que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, c'est vrai, comme le disait la personne qui a parlé juste avant moi, c'est vrai que les entreprises, elles ont des a priori, elles ont des craintes, elles ont des préjugés. Mais moi, ça, je trouve ça plutôt positif. Moi, je l'ai vécu en direct parce que moi, je n'étais pas du tout concernée. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu les mêmes craintes que les salariés de n'importe quelle entreprise qui ne sont pas touchés, qui n'ont pas… voilà, quand on est un salarié lambda, on se dit, je dois avant tout faire mon travail. Et ça va être une complexité supplémentaire pour me permettre de bien faire mon travail. Donc, on a plein d'inquiétudes, justifiées ou pas. Mais ce que moi, j'essaye de montrer en accompagnant les autres entreprises, c'est que c'est naturel, c'est normal d'en avoir, mais qu'il suffit d'en parler pour se rendre compte que ce n'est pas si compliqué. Et moi, c'est ce que j'essaye de mettre en avant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Monsieur Dufresne qui est à l'origine de ce projet. Mais on lui reproche aussi d'être un papa parce que c'est évident qu'un papa, il est forcément pas objectif sur les compétences de son fils. Moi, ce n'était pas le cas. Moi, je l'ai aidé à mettre en place ce projet parce que j'y ai cru et que j'avais rien à perdre ou à gagner, je ne connaissais pas. Et donc, j'ai découvert avec mes yeux de novice. Et finalement, c'est aussi ça que… l'on essaye de mettre en avant. Les équipes qui accompagnent les adultes autistes au quotidien, on fait en sorte qu'ils soient de divers horizons, avec des vrais professionnels qui ont été formés, qui sont compétents, que l'on a accompagnés, qui ont une vraie expertise, mais aussi des professionnels qui vont juste avoir l'envie et cette naïveté que j'ai pu longtemps avoir parce que du coup, on va oser plus facilement et qu'on n'a pas cette barrière de vouloir protéger trop. Moi, je voyais des adultes face à moi, je me suis comportée comme face à n'importe quel adulte. Alors après, avec des comportements que je ne comprenais pas, qu'il a fallu que j'apprenne à comprendre. Mais pour nous, c'est important que les équipes qui les accompagnent aient cette double culture et soient composées de deux personnes qui viennent d'univers différents. J'active mon micro, c'est mieux. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Je pense que ça a bien complété le premier témoignage de Madame Guillain. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Pinet. Alors, hop. Monsieur Germain Pinet, qui est coordinateur des dispositifs Passe-Passe et DE2A du CLRP, Centre Lillois de réadaptation professionnelle à Lille. Donc, quelques secondes, le temps que le micro et la vidéo s'installent. Monsieur Pinet, je vous vois. Très bien. Vous m'entendez? Je vous entends aussi, encore mieux.
Hop. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On vous voit, on vous entend. Très bien, parfait. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc Monsieur Pinet va nous présenter deux dispositifs du CLRP, qui est le dispositif PassPass, Passeport professionnel autisme, et le DE2A, dispositif emploi accompagné autisme. Je vais les réécrire dans le chat pour que vous ayez la bonne orthographe. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Pinet. Est-ce que vous avez des choses à partager sur... Bonjour. Bon, si la vidéo ne fonctionne pas, on peut juste rester avec le micro. Non, j'ai peut-être une connexion instable, mais Oui, c'est bon ou pas? Oui. Bon, on va. Si je vois que la connexion est trop instable, je couperai votre vidéo, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, bon, Très bien. c'est comme ça. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste avant de commencer, pour revenir à Madame Guillain, la personne, il s'agissait de Marie qui a eu l'opportunité de suivre le dispositif PassPass il y a 2 ans et qui avait effectué en effet une alternance dans un des groupes du groupe Auchan. Il avait travaillé également pendant environ 6 mois, 1 an. Du coup, elle a pu étoffer son CV. Et je suis ravi de savoir qu'elle travaille au sein de Pôle emploi. Le dispositif passe. Il a maintenant 7 ans d'existence. On est actuellement en plein recrutement pour la promotion numéro 8. C'est un dispositif donc, qui vise à l'insertion socio-professionnelle Monsieur des Pinet, personnes atteintes de je reprends la parole parce qu'on vous entend vraiment très mal. On n'arrive pas à... Il y a peut-être oui, un problème d'écho. Je ne sais pas si vous êtes loin de votre box internet ou pas. ça sans déficience intellectuelle. Passe, on est situé donc, sur le centre de son. Ouais, Non, je suis sur une connexion. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est un peu mieux. J'ai coupé votre vidéo déjà dans un premier temps. Un peu mieux là? Oui, très bien, très bien. Bon, on va essayer comme ça. Je vais peut-être me reculer un petit peu, je ne sais pas. Ouais, on vous entend très bien là. Allons-y. Donc, le dispositif PassPass, on accueille sur une période de 10 mois 12 stagiaires adultes en situation de handicap, plus précisément donc, de TSA sans déficience intellectuelle. On s'appelait à l'époque, toujours encore PassPass, passeport professionnel Asperger. On a fait évoluer un petit peu la dénomination par rapport à la difficulté de diagnostic ou d'accord sur le diagnostic. Les stagiaires que l'on reçoit vont être positionnés dans un premier temps suite à des réunions d'information, à des rencontres, via 2 entretiens. Un premier entretien avec moi-même qui va déblayer un petit peu, excusez-moi du terme, un peu le terrain. Et ensuite, un second entretien, si j'estime que c'est pertinent pour la poursuite vers le dispositif, avec la psychologue et une formatrice ou un formateur. Le dispositif a donc plusieurs étapes.
La première qu'on va appeler la dynamique de groupe, la constitution du groupe, qui va durer environ 4 semaines. Donc, on a bien entendu, depuis maintenant, avec toute l'expérience qu'on a accumulée, pris en compte l'importance de l'emploi du temps, du rythme de travail, pour monter en régime, si je puis me permettre, au fil des semaines. La deuxième partie, on a appelé ça l'élaboration de projet. En effet, nous accueillons des stagiaires qui ont pour certains déjà les idées très claires sur leur projet professionnel, d'autres par rapport à un diplôme obtenu et d'autres pas du tout. Donc, on va aussi devoir mener un travail d'élaboration de projet professionnel, de validation de projet professionnel. Donc, on a des outils d'évaluation classiques que l'on va mener au centre lillois, que l'équipe va mener au centre lillois, et éventuellement aussi le travail de validation sur le terrain par des professionnels sur des courtes immersions. Donc, voilà, je le répète, un dispositif qui dure 10 mois avec des temps bien déterminés, mais ces temps, on va devoir aussi s'adapter un petit peu. On va devoir s'adapter aussi au profil de nos stagiaires. Je suis désolé pour le son, je ne peux pas faire grand-chose. Donc cette période dure 12 semaines. On va ensuite, l'objectif est de basculer vers ce qu'on appelle nous l'alternance inclusive. Donc c'est tout. L'idée est de pouvoir offrir aux stagiaires que l'on accueille une expérience importante dans le temps, dans les contenus, afin de monter en compétence d'un point de vue professionnel. C'était le cas de Marie, si je prends un exemple concret. Marie, la personne dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait, hormis des stages de lycée, n'avait aucune expérience professionnelle dans le secrétariat. Donc, l'alternance, tout l'enjeu, c'est de trouver des entreprises partenaires qui vont accepter d'intégrer un stagiaire, mais aussi une équipe qui va pouvoir le suivre ou les suivre. Donc, ce qui veut dire éventuellement sensibilisation d'un tuteur ou des tuteurs, information aussi, éventuellement d'une équipe à un peu plus grande échelle. Bref, on va travailler en toute transparence pour pouvoir mettre en place cette alternance inclusive. Donc, au fil des semaines, on est parti sur un modèle classique. Lundi après-midi, temps au centre. Mardi, temps au centre. Et les mercredis, jeudi, vendredi, en entreprise. Le lundi après-midi, c'est un débriefing de la semaine écoulée. Et le mardi, on va travailler différents points que l'on aura souhaité améliorer, par exemple, en partant de ce qu'ont vécu certains stagiaires. Et ce format, 2 jours au centre et 3 jours en entreprise, peut évoluer au fil des mois en fonction, bien entendu, du stagiaire, de comment il se sent dans l'entreprise, des besoins de l'entreprise et éventuellement aussi des perspectives d'embauche qui peut exister à l'issue. Donc, c'est un outil qui fonctionne très bien. Après, on peut aussi avoir des ratés, c'est-à-dire qu'on n'hésitera pas non plus à arrêter une alternance qu'on estimerait inutile ou inefficace, ou si le stagiaire aussi rencontre des difficultés qui peuvent être de l'intégration, de l'aspect technique, etc. Donc, les 6 mois, généralement, ou 5 mois, ça dépend, c'est variable en fonction des stagiaires. C'est un moment, une expérience riche et rassurante pour les personnes en termes de reprise de confiance en soi, de confiance aussi envers le monde du travail, etc. Donc, à l'issue
de l'alternance, donc on arrive aussi à l'issue du dispositif Passe-Passe. On a mis en place depuis moins d'1 an un service de suite, dont Marie, d'ailleurs, elle n'en fait pas partie. Peut-être qu'elle n'a peut-être pas répondu à nos différents mails, il faudra que je revoie ça. Bref, tout ça pour dire qu'on a toute une cohorte de stagiaires, ou d'anciens stagiaires plutôt, qui sont à l'emploi, qui sont éventuellement aussi en recherche d'emploi ou en formation que l'on va continuer à accompagner, mais de manière individuelle. On peut aussi être amené à répondre à des entreprises. C'était le cas dernièrement à la Sécurité sociale, où il y avait un service qui fermait et le salarié autiste devait intégrer une nouvelle structure. Donc, il y avait un petit peu un branle-bas de combat pour savoir comment ils allaient l'intégrer. Donc, on a été sollicité dans ce cadre-là pour faciliter son intégration. Donc, ça veut dire sensibiliser, c'est-à-dire précisément c'est évoquer ce que peut-être aussi les TSA, et puis surtout parler de ce monsieur, parler de ce stagiaire, en mettant en avant ses points forts, ses points de vigilance. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire dans le cadre de ce dispositif DE2A. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu vite. Après, je n'ai pas forcément l'habitude d'échanger comme ça face à un écran, face à mon... Oui, je réactive ma vidéo et mon micro. Justement, donc il y a eu quelques questions. Est-ce qu'il y a un niveau requis pour accéder au dispositif, un niveau de formation requis? Non, il n'y a pas de niveau requis. On accueille des personnes qui ont quitté le lycée en seconde, en première, et d'autres qui ont terminé école d'ingénieur. Donc, il n'y a pas de niveau requis. Les prérequis, c'est le diagnostic TSA. Moi, de mon côté, avec l'équipe, de sentir stagiaire à même si je sais que c'est difficile pour ces personnes, mais une volonté un petit peu de quitter, comment dirais-je, d'avoir envie que sa situation évolue, sa situation change. Parce que ça, c'est pas toujours facile à mesurer. Mais voilà. Après, pour répondre à la question, non, il n'y a pas de prérequis. Mais il faut savoir que le groupe de 12 personnes, on a des supports écrits, des supports, voilà, j'évoquais l'absence de déficience intellectuelle. Voilà, on s'adresse à un public qui, pour la plupart, a été en mesure d'être scolarisé, en milieu ordinaire pour la plupart. D'accord, très bien. Plusieurs questions justement sur ce dispositif. Est-ce qu'il existe hors de l'île ou est-ce que c'est vraiment un dispositif unique en France? Depuis maintenant, depuis quelques années, nous avons essaimé, nous avons encouragé à ce que d'autres régions se lancent. Donc, il y a l'UGCAM, donc, qui est l'union de gestion des établissements de caisse d'assurance maladie. Donc, mon employeur qui s'est positionné sur ce créneau, entre guillemets. Du coup, il y a l'établissement de Montpellier, le centre de réadaptation, comme celui de Lille à Montpellier, qui ouvre en septembre une promotion. Et il y a également l'établissement de Nantes, qui se lance dans un dispositif Passe-Passe. Ils ont gardé aussi le nom de Passe-Passe. Et je sais qu'en région parisienne, il y a des modules, il y a des services, un peu dans le cadre de l'emploi accompagné, qui, du côté de Melun, également développent cet outil. Très bien. Concernant les personnes accompagnées, est-ce qu'elles sont toutes, enfin j'imagine qu'elles doivent être toutes diagnostiquées autistes. Est-ce qu'il faut une orientation MDPH pour accéder à Passe-Passe ou... Alors, oui, pour bénéficier de notre accompagnement,
on rentre avec une notification MDPH. Maintenant, quand les gens frappent à notre porte lors des réunions d'information ou me rencontrent éventuellement, certaines n'ont pas encore de notification. Et du coup, si j'estime que cette personne est en mesure de rentrer sur PassePass, on aura des procédures accélérées pour qu'elle puisse en bénéficier. Les MDPH du Nord et du Pas-de-Calais, et même de l'ensemble des Hauts-de-France, on se connaît bien, donc ça va. Et pour les autres régions, c'est au cas par cas. Oui, évidemment. Quelques petites questions pour terminer. À la fin d'accompagnement PassePass, un participant disait le suivi continue de manière individuelle. Comment ça se passe concrètement et pour combien de temps? Alors, concrètement, ça se passe, contrairement au dispositif PassePass, il y a beaucoup moins, il n'y a plus la dimension collective du groupe au quotidien. On va fonctionner plutôt sur du rendez-vous au centre. Et on va aussi également, j'ai demandé là récemment, c'est tout neuf, ce dispositif, j'ai demandé aussi à ce qu'on provoque des rassemblements régulièrement avec quelques stagiaires pour travailler des thématiques très précises et aussi pour maintenir un lien social. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est souvent l'isolement aussi le sujet critique pour ces personnes. Donc, on essaye aussi de maintenir un lien en proposant des activités plutôt collectives. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste de l'individuel. Avec un référent, une référente. L'équipe s'est étoffée. Avant, nous n'étions que 2. Désormais, on a pu recruter 3 personnes. Donc, on a des moyens aussi plus importants qui nous permettent de faire évoluer notre action. Et enfin, travaillez-vous l'autonomie de la vie quotidienne comme proposé par l'association Vivre et Travailler Autrement, ou est-ce que vous êtes vraiment focalisé uniquement sur le professionnel? On est focalisé sur le professionnel. On va éventuellement jouer le rôle de relais vers des structures type SAVS, SAMSA, mais on ne va pas se suppléer à Habited ou des choses comme ça. Voilà, on va se positionner en relais. Nous, on est vraiment sur le versant de l'insertion socio-professionnelle. Très bien. Et quand même une dernière question qui nous vient de l'UPJV, l'Université de Picardie Jules Verne, qui est une université ASPI-friendly. Serait-il possible d'orienter des étudiants ASPI de l'UPJV désireux d'intégrer le milieu professionnel? Y a-t-il des logements prévus pour les recevoir? Donc, sachant que les étudiants sont localisés dans le sud de la région, sur Amiens, Beauvais ou Saint-Quentin. Alors, on a l'habitude de travailler avec les missions handicap de l'Université de Lille, un peu moins celle d'Amiens. Par contre, l'établissement, les stagiaires, quand ils rentrent sur le dispositif PassePass, ont la possibilité de profiter de l'internat, donc d'être logés. Ce qui n'est pas le cas sur le service DE2A. Le DE2A, on est sur des rendez-vous individuels à la journée, bref. Le PassePass, oui, on accueille chaque année sur le dispositif PassePass 1 ou 2 personnes de la mineure. D'accord. Donc, ce que je propose, c'est d'envoyer les plaquettes de présentation ainsi que les coordonnées du CLRP pour que ceux qui souhaitent prendre contact avec vous ou avec rentrer dans ces dispositifs vous contactent, parce que je crois que l'UPJV nous écoute. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre présentation. Je vais maintenant donner la parole à Estelle Joguet, qui est psychologue consultante au Centre Source Autisme. Voilà, je vous vois, Madame Joguet. Et donc, Madame Joguet va nous présenter le KidCom, qui a été aussi évoqué vendredi lors de la première partie du webinaire, et donc qui est très attendu.
Alors, j'ai préparé. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je suis contente d'être là et de pouvoir vous parler du KidCom aujourd'hui. Vous m'entendez bien au niveau du son, c'est OK? Oui, oui, oui. OK, très bien. Alors, j'ai des petits travaux chez le voisin, donc s'il y a un petit bruit de fond, voilà, c'est tout à fait normal. J'ai préparé également un petit PowerPoint. Alors, je vais essayer de partager. Je vais voir ce que ça donne. Ah, je ne peux pas partager. Alors, ah si, ça y est, hop. Voilà. Est-ce que vous voyez du coup le PowerPoint? Oui, très bien. Alors, par contre, excusez-moi, Diaporama. Voilà. Donc, ça va guider un petit peu ce que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'origine du KidCom. Je vous le présenterai. Alors, je ne pourrais pas vous le présenter dans les détails, mais comme ça, vous aurez voilà, une idée de ce que comporte le KidCom. Et puis, à la fin, je vous parlerai également des conditions un petit peu de déploiement du KidCom parce que c'est un outil qu'on cherche à généraliser et à faire partager aux collègues. Donc, l'origine du KidCom. Donc, le KidCom, c'est un outil de sensibilisation. On l'utilise pour sensibiliser des personnes, enfin des professionnels ou alors ça peut être des professionnels du médico-social, ça peut être des professionnels éventuellement du sanitaire et ça peut être bien sûr des professionnels des entreprises. Et en fait, le KidCom a surtout été développé pour être utilisé en entreprise, parce qu'en fait, la plupart des sensibilisations qu'on faisait avant, c'était avec des PowerPoint et on expliquait les troubles autistiques, on expliquait les particularités. Et les collègues qui ont conçu le KidCom se sont dit que finalement, c'était peut-être pas très parlant pour les entreprises. Parce que nous, on a notre jargon dans le domaine de l'autisme et en tant que psychologue, mais les employeurs et les collègues d'un salarié avec autisme peuvent ne pas forcément comprendre ce que peut être l'autisme à partir uniquement d'un PowerPoint. Donc, du coup, le KidCom est un outil qui est issu d'un partenariat entre le CRA des Hauts-de-France, le CRA de Lille et le CRA Alsace. Et donc, il a été conçu pour faciliter la compréhension des troubles du spectre autistique en entreprise. Donc, en fait, le KidCom comporte 4 supports. Donc, il comporte une petite plaquette. Est-ce que vous me voyez en même temps que vous voyez le PowerPoint, Fleur? Oui, oui, Oui. oui, oui, on voit, voilà. D'accord, parce que je ne l'ai pas scanné, mais du coup, voilà, il y a une petite plaquette comme ça, voilà, avec les coordonnées au dos, qui permet de rappeler un petit peu en quelques mots ce qu'est l'autisme, quels sont les aménagements principaux qu'on met en place, donc ce dont Madame Guillain a parlé, hein, la mise en place d'un tuteur, la sensibilisation, la visite des locaux, le travail qui doit être au mieux possible concret, prévisible et structuré, la nécessité d'anticiper effectivement les changements et puis voilà, de veiller un petit peu à la fatigabilité et à la qualité de vie tout au long de l'exercice professionnel de la personne avec autisme. Et puis quelques aides et puis une petite partie pour prendre des notes. Avec au dos également, alors je ne sais jamais si ça s'appelle un QR code ou un flash code. En tout cas, cette petite chose nous mène vers un court-métrage qui a été fait en partenariat avec Joseph Chovanec et voilà, qui est vraiment très intéressant sur l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est la petite plaquette et le petit court-métrage. Un autre support, un PowerPoint, mais qui du coup a été vraiment rédigé et pensé pour parler au monde de l'entreprise, pour parler aux employeurs et aux collègues. Et enfin, le plus important, ce qui est souvent très attendu, la petite boîte découverte, donc qui est une petite boîte dans laquelle il y a il y a 10 activités. Et en fait, quand on va faire une sensibilisation, on présente la petite boîte. Donc, chaque personne qui est sensibilisée reçoit une petite boîte et va faire les jeux qui sont proposés pour se mettre dans la peau d'une personne avec autisme. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça fait que le KidCom est une expérience immersive. Les personnes vont se plonger dans des exercices qui vont les mettre un petit peu en difficulté, pas beaucoup, mais pour essayer de voir ce que ça fait quand on est dans un monde qui n'est pas forcément prévu pour nous.
Alors, ces activités sont ludiques et permettent bien sûr donc, de comprendre la pensée autistique. Donc, voilà, j'ai scanné des petits exemples. Mais par exemple, le premier exercice, c'est celui-ci. On va proposer aux gens de lire ce qui est écrit en noir, donc derrière les ding-dong, les AAA, etc. Et en fait, quand on essaye de lire, on peut y arriver, mais ça va être extrêmement coûteux sur le plan cognitif. Il y a des gens, quand je fais des sensibilisations avec le KidCom, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à lire ce qui est écrit derrière, tellement ça demande de concentration et d'énergie. Et une fois qu'on a réussi ou qu'on a pu lire ce qu'il y avait là, la proposition, c'est de regarder derrière. Donc derrière, on voit que le bruit parasite a été un petit peu atténué, donc le texte est beaucoup plus facile à lire. Donc, dans nos sensibilisations, on présente chacun des exercices avec une consigne généralement un petit peu vague. La personne fait l'exercice et ensuite, l'idée, c'est de faire une sorte de brainstorming, de partager avec toutes les personnes présentes lors de la sensibilisation, mais pour savoir déjà comment elles ont vécu l'exercice. Qu'est-ce que ça leur a fait vivre? Peut-être, là, j'ai été vraiment en difficulté, ça m'a énervé sur le premier côté, je n'arrivais pas à lire, c'était stressant. Et puis ensuite, on leur demande comment ça peut éventuellement se rattacher à la pensée autistique. Alors, il y a des personnes qui ont fait des sensibilisations avec le KidCom, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la pensée autistique. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'avec les exercices, elles arrivent quand même à déduire des choses. Et puis, il y a des personnes, bien sûr, qui ont déjà connu des personnes avec autisme ou qui ont déjà lu sur le sujet et qui, du coup, vont faire du lien avec la théorie. Donc, l'idée de cette boîte, c'est vraiment de partir de l'expérience, de partir de la pratique pour ensuite amener petit à petit un peu de théorie. Donc, voilà, du coup, il y a un échange en groupe sur chacun des petits exercices. Et ensuite, l'idée, c'est si les personnes n'ont pas eu accès à la théorie parce que ne connaissent pas suffisamment, eh bien, celui qui mène la sensibilisation va éclairer sur les particularités autistiques que cherche à illustrer la carte. Et quand on est en entreprise, ça peut être également très intéressant pour chaque exercice de parler, bien sûr, des aménagements qui vont avec. Là, par exemple, sur cette carte-là, l'idée, c'est de parler de l'hypersensibilité sensorielle. Donc là, c'est un peu au niveau visuel, mais c'est ça peut être une sorte de métaphore de l'hypersensibilité auditive. Donc, on peut expliquer que les personnes avec autisme peuvent avoir du mal dans les environnements sensoriels chargés, que le cerveau filtre difficilement, en tout cas moins qu'un cerveau non autiste, les informations sensorielles. Mais alors, pas uniquement le bruit, mais aussi les odeurs éventuellement, la vision, le toucher, etc. Donc, ça permet de donner un petit peu de la théorie, de parler des aménagements comme du casque anti-bruit, comme le fait que peut-être le matin, si l'habitude dans l'entreprise, c'est de se dire bonjour en se faisant la bise, peut-être que si on accueille une personne avec autisme, on ne va pas se faire la bise, on va juste saluer de loin avec un petit geste ou juste en disant bonjour, peut-être la main sur le cœur ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc ça permet, donc il y a 9 activités et puis des petits jetons avec des expressions imagées. Je vous en montre une, c'est assez rigolo. Voilà, par exemple, vous l'aurez peut-être compris, c'est le chèque en bois, où on a là aussi le pain sur la planche, avoir du pain sur la planche. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus compliqués. L'idée, c'est aussi de montrer comment ça fonctionne dans l'esprit, dans le cerveau d'une personne avec autisme, parce que la difficulté qu'on rencontre, nous, à l'insertion professionnelle, ah oui, parce que je n'ai pas précisé, mais je travaille effectivement à l'insertion professionnelle au Centre Ressources Autisme avec ma collègue Anna Pellereau, qui est actuellement en congé, qui est remplacée par ma collègue Aurélie Lebervé. Donc, on s'occupe, on travaille, on accompagne les personnes avec autisme vers l'emploi, et on a un travail de coordination avec les différents acteurs de terrain. Et du coup, j'ai perdu le fil. Mais bon, oui, c'est de montrer vraiment ce qui se passe dans la pensée autistique, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'autisme, c'est un handicap qui est invisible. Et c'est un handicap parce qu'il y a une minorité de personnes qui a un fonctionnement autistique. La moitié de la population aurait un fonctionnement autistique. Peut-être que notre environnement serait complètement aménagé et que ce ne serait plus un handicap. Mais pour l'instant, on sait qu'il y a une naissance sur 100 ou une naissance sur 150 d'enfants avec autisme, donc d'adultes avec autisme. Et donc, il y a besoin d'aménager en milieu professionnel pour leur donner les mêmes chances que n'importe qui de pouvoir réussir leur vie professionnelle.
Moi, j'aime bien la métaphore de la paire de lunettes, hein. Moi, je suis myope et astigmate. Si on m'enlève mes lunettes, bon, j'avance pas beaucoup dans la vie. J'aurais probablement échoué lors de mes études scolaires. Je n'aurais certainement pas fait d'études universitaires. Et voilà. Et heureusement, les lunettes existent, ce qui me permet de pouvoir travailler correctement. Les aménagements qu'on va mettre en place pour les personnes avec autisme dans le monde de l'entreprise, ben, c'est la même chose. C'est la paire de lunettes qui leur permet de travailler comme n'importe quel salarié. Ce qui est compliqué, c'est que ces aménagements sont un peu atypiques. On va devoir, donc là j'ai parlé du sensoriel qui s'aménage plutôt bien en entreprise. Là où ça va se corser un petit peu, c'est quand il est nécessaire d'aménager notre communication, notre propre communication et nos styles relationnels. Et ça, du coup, eh bien, en général, quand on fait une sensibilisation un petit peu classique avec un PowerPoint, ben, les personnes comprennent un petit peu intellectuellement, mais ne se sont pas mises dans la situation et peuvent oublier assez rapidement que quand on parle avec une personne autiste, ben, déjà, il faut dire la vérité. Ça, à mon avis, ça devrait être dans toutes nos communications. Et puis, être le plus explicite possible. Si je mets trop d'implicite, si je mets trop d'expressions imagées, ben, la personne avec autisme, elle ne va pas me comprendre. Si je donne une information incomplète en espérant qu'elle fasse la déduction pour comprendre ce qui manque parce que j'ose pas trop lui dire des choses, la personne avec autisme ne va pas forcément le faire. Donc tout ça, c'est des choses qu'on perd petit à petit. Donc la boîte KitCom permet de faire des petites expériences immersives pour vivre aussi intérieurement ce que ça peut faire quand on est dans un environnement un petit peu qui nous est un peu plus difficile. Parce qu'on part de l'idée que quand on a vécu la difficulté, et ben peut-être on va mieux s'en rappeler et donc on va peut-être mieux tenir nos aménagements, y compris en termes de communication et y compris en termes d'interaction sociale. Et puis ça permet aussi d'éviter d'interpréter de manière fausse les comportements autistiques. Voilà, ça, vraiment, la boîte, elle est un support à l'information aux personnes de l'entreprise et aux personnes qui sont sensibilisées en général. C'est une information à la pensée. Enfin, ça permet d'informer sur le fonctionnement de la pensée autistique. Alors, on cherche à déployer le KitCom, c'est-à-dire qu'on cherche des structures qui seraient, qui font déjà ou qui font peut-être pas encore des sensibilisations en entreprise et qui pourraient être intéressées par cet outil. Donc, il y a déjà un déploiement national qui est en cours. Actuellement, nous, dans la région Hauts-de-France, il y a déjà 2 structures qui ont souhaité utiliser le KitCom pour aller sensibiliser lors de leur accompagnement vers l'insertion professionnelle. On a une association et un SAMSA. Donc, pour le déploiement, eh bien, il y a un certain nombre de critères à remplir. Il y a une charte à signer. Alors, on demande aux personnes également de bénéficier d'une sensibilisation à l'autisme faite par le CRA pour qu'on soit sûr des informations qui soient transmises. Il y a un petit QCM à la fin pour vérifier les acquis. Et puis, il y a il y a des documents à signer, une charte à connaître. Il faut savoir que le KitCom est un outil qui est protégé par l'INPI, je crois. C'est ma collègue Anna Pellereau qui s'est occupée en partenariat avec le CRA Alsace, qui se sont occupés de la protection du KitCom. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, l'idée, c'est de généraliser l'usage de l'outil pour favoriser les sensibilisations dans le monde du travail et notamment en entreprise. Parce qu'on a beaucoup de demandes qui viennent du médico-social, on en a aussi qui viennent du sanitaire. Et c'est vrai qu'en entreprise, on a beaucoup de demandes qui viennent des personnes elles-mêmes, mais parfois l'entourage professionnel n'a pas forcément de demande, et le fait de présenter un outil qui est vraiment très entreprise compatible, ça va aider. Et en plus, si l'entreprise ne dispose que d'1 heure, on ne pourra peut-être pas déployer tout le PowerPoint, mais on pourra au moins présenter le KitCom. Donc voilà, donc on essaye de transmettre un petit peu à nos collègues. Voilà, donc là, je vous ai remis les coordonnées de ma collègue Anna Pellereau et les miennes. Donc, je le redis, ma collègue Anna Pellereau est actuellement en congé et remplacée par Aurélie Lebervé.
Et puis voilà, j'ai remis également les 2 partenaires, donc le CRA Alsace et puis Action et Compétences qui ont contribué à la conception du KitCom. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je reste disponible s'il y a des questions. Oui, merci Madame Joguet. C'était très clair. Il y a quelques questions justement. Donc, le KitCom peut-il être utilisé par les ULIS pour favoriser les périodes de formation au milieu professionnel des jeunes? Ou bien est-ce vraiment dédié uniquement au monde de l'entreprise? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je vais me renseigner. Et puis, alors, c'est pas le KitCom est déjà. Enfin, je suis pas sûre de comprendre votre question. C'est pas à destination des jeunes, ça c'est sûr. C'est ça. C'est pas à destination, par exemple, mais ça m'est arrivé que j'avais animé un atelier dans le cadre avec le CRA dans le cadre d'une semaine de l'emploi pour les personnes avec autisme. Et puis, j'avais une personne avec autisme qui ne pouvait pas être présente et qui m'avait demandé si je pourrais la sensibiliser avec. Je n'ai pas pu. Après, c'est sûr que dans les ateliers, parfois, il y a des personnes avec autisme, il n'y a aucun souci. Puis, des personnes non professionnelles, il n'y a aucun souci. Par contre, je ne sais pas. Je vais me renseigner. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais me renseigner. Donc, la question, c'est… Est-ce que Bon, pardon. Est-ce que le kit pourrait être déployé auprès de jeunes en lycée voilà, ou autre catégorie autre que le monde professionnel? Je me renseignerai, je vous enverrai la réponse. Je ne sais pas si vous pourrez la partager. Oui, je réadresserai tous les documents et toutes les informations à l'ensemble des participants. Ouais, je fais l'hypothèse qu'on Ouais. peut tout à fait sensibiliser à des enseignants avec le KitCom. Je pense que ça ne poserait pas de souci. Après, il me semble quand même que la vidéo de Joseph Chovanec est quand même orientée travail. Ouais. Elle va être moins même la plaquette, elles vont être moins pertinentes en fait pour des enseignants par exemple. Voilà, puis il y a des exercices qui vont peut-être moins leur parler. C'est peut-être pas l'outil à privilégier, mais je poserai quand même la question. Oui, merci. Je veux bien que vous reveniez sur la slide avec vos coordonnées. On a plusieurs personnes qui pourraient prendre en note. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions concernant le kit, à savoir est-ce qu'il est payant? Alors, est-ce que vous pouvez juste rappeler de quelle façon vous travaillez avec ce kit? Je crois que ce n'est pas payant, hein, mais voilà, est-ce que vous pouvez repréciser ces informations-là, s'il vous plaît? Alors, quand nous, on va en entreprise sensibiliser, le CRA est un organisme financé et donc, du coup, ce n'est pas payant pour les entreprises. Elles demandent une sensibilisation. Nous, on vient, on fournit le nombre de KitCom qui est nécessaire. La contrainte qu'on a, c'est Alors oui, je n'ai pas dit, pour sensibiliser avec le KitCom, c'est un public de 20 personnes maximum, justement pour favoriser les échanges autour de ce que les personnes ont vécu. Ça peut être un tout petit groupe de 3 personnes, il n'y a pas de souci, mais 20 maximum, parce que si on commence à être 50 ou 60, les gens ne vont pas pouvoir partager. Donc effectivement, quand on se déplace avec le KitCom, ce n'est pas payant. Et quand une structure a envie de pouvoir sensibiliser avec le KitCom et qu'elle a suivi toutes les étapes du déploiement, on lui fournit jusqu'à présent, c'est jusque 50 KitCom pour pouvoir utiliser, et ce n'est pas payant non plus. Mais pareil, on demande à signer des papiers et on répertorie par contre le nombre de KitCom qui a été donné, et on demande à la structure de nous renvoyer toutes les feuilles d'émargement à chaque fois qu'elle aura fait une sensibilisation avec le KitCom. On a besoin de savoir où sont utilisés les KitCom et à quelle fin, parce qu'il y a des financements bien sûr spécifiques. Très bien, merci pour cette précision. Le KitCom est disponible donc en région Hauts-de-France, en région Alsace. Est-ce qu'il est disponible dans d'autres régions ou pas encore? Alors, moi, malheureusement, je n'ai pas l'information de ça. Je pense que c'est plus ma collègue Fabienne d'Alsace qui doit avoir les informations, parce que nous, on a commencé ici à déployer en Hauts-de-France juste avant le congé d'Anna Pellereau. Et donc, on a transférer les demandes au niveau du CRA Alsace. Je sais qu'on a eu au moins 2-3 demandes d'autres CRA, donc je pense que c'est vraiment en train d'être diffusé au niveau national. On a une précision d'ailleurs d'Aurélie Le Berger qui remplace Anna. Super. Oui. Oui, alors il est déployé dans toute la France, donc c'est quelque chose de très récent. N'hésitez pas à contacter les centres sources autisme de vos régions
parce qu'on a vraiment Super. des participants venant de toute la France. Super. Voilà. Donc, en tant que ESMS, où et à qui faire la demande spécifiquement pour être destinataire du kit? Alors actuellement, toutes les demandes sont rapatriées au CRA Alsace, mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail à nous et nous, on transfère les demandes s'il y a besoin. Ça répond? Oui, oui, je remonte un peu hein, dans les différentes questions. De quelle matière peut-on sensibiliser les professionnels à l'utilisation de ce kit? Quelle durée de sensibilisation? Et peut-on, en tant que professionnel spécialisé dans l'accompagnement de personnes TSA, être destinataire du kit? Oui, pour les structures qui ont l'habitude d'accompagner des personnes avec TSA, il n'y a pas de souci. Après, je le redis, il y a quand même un protocole pour le déploiement. On ne va pas juste envoyer les kits. Il y a vraiment une charte à signer, une sensibilisation qu'il faut suivre, même si on est hyper spécialisé dans l'autisme. On a formé là récemment un SAMSA, enfin formé, on a déployé plutôt auprès d'un SAMSA et d'une association qui connaissait très, très bien l'autisme. On a quand même fait cette sensibilisation. Il y a vraiment un protocole pour le déploiement. Mais voilà, donc après, effectivement, les autres questions, c'était… Alors, je remonte. Du coup, quand on est une structure qui connaît l'autisme, pas de souci. Ah oui, la durée de la sensibilisation. Ben, je pense que pour être à l'aise, c'est bien d'avoir 2 heures, 2 heures et demie. Parce que comme ça, on peut faire tous les exercices, on peut prendre le temps et puis on peut également passer le PowerPoint qui est intéressant. Dans le PowerPoint, c'est un petit rappel de ce qu'on présente habituellement avec un petit peu les données épidémiologiques, les causes de l'autisme, les caractéristiques de l'autisme. Et sur chacune des caractéristiques, il y a des exemples avec un petit témoignage. Et puis, on termine sur tout ce qui est aménagement hein, aussi dans l'emploi, le maintien dans l'emploi. On parle du job coaching, hein, qui est la méthode Teach adaptée à l'insertion professionnelle pour les personnes avec autisme. Et puis, on finit aussi sur certes les difficultés, mais aussi sur les qualités des personnes avec autisme en emploi, parce qu'il y a un certain nombre de qualités des personnes avec autisme qui peuvent être très utiles pour le bon fonctionnement de l'entreprise, comme en a témoigné Nathalie Guillain tout à l'heure. Mais après, s'il n'y a qu'1 heure, ben, en 1 heure, si le groupe n'est pas trop nombreux, on peut quand même déjà faire la boîte. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces informations. Donc, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Chovanec. Alors, voilà. Bonjour Monsieur Chovanec. J'espère que vous allez bien depuis vendredi. Merci, merci. Donc, est-ce que vous aviez un nouveau un PowerPoint ou quelque chose d'autre à partager ou juste… Non, simplement quelques remarques et quelques remerciements. Je pense que nous avons vécu un moment très riche avec tout ce partage d'expériences, ce partage de solutions surtout. Je me souviens, il y a encore quelques années, quand on faisait des rencontres autour de l'autisme et quand venait la très redoutée question du devenir des adultes, eh bien, j'étais très embêté. J'étais très embêté parce que je ne savais pas ce que concrètement on pouvait proposer. Aujourd'hui, la situation a changé, a considérablement changé. Il y a tout un foisonnement de nouvelles et de bonnes solutions. Alors certes, elles ne sont pas réparties de façon homogène sur le territoire, c'est un regret. Certes, elles ne sont pas réparties de façon homogène à travers tout le spectre de l'autisme, ça aussi c'est un regret. Mais néanmoins, il y a des solutions, elles sont de plus en plus nombreuses.
Alors, ce que j'ai beaucoup aimé cet après-midi, c'est cette idée de progrès, de cheminement personnel par le travail, grâce au travail. Est-ce que j'oserais dire le terme de thérapie par le travail? Bon, ça plairait sans doute à Monsieur Dufresne d'Andros, hein. Mais je pense qu'il y a quand même une vérité très profonde derrière ce concept. Pas plus tard que ce matin, j'ai passé quelques heures avec un étudiant adulte autiste très brillant, mais malheureusement totalement exclu dans la vie. Et donc, en parlant avec lui, on a pu voir à quel point l'idée d'exercer un emploi, d'exercer un job, d'avoir un rôle social, cela pouvait changer sa vie. Je pense que c'est très important. Je pense que l'on ne peut pas ou très difficilement envisager un devenir humain, un devenir personnel à l'âge adulte sans activité. Alors, par activité, je n'entends pas nécessairement un sacro-saint CDI, temps plein, etc. au bureau. Non, ce n'est pas cela. Mais avoir une activité, une valorisation personnelle, cela me semble non seulement tout à fait fondamental, mais ça me semble quasiment magique par les effets que cela induit chez les personnes. À un moment donné, dans le chat, quelqu'un avait souligné la notion de faire confiance aux personnes autistes. Je pense que c'est très important. Si on fait confiance aux personnes autistes, on sera toujours épaté. On sera toujours épaté par la rapidité, la qualité des changements que la personne aura dans sa vie. Et plus d'une fois, au bout de 6 mois ou 1 an, on ne reconnaît plus cette même personne tant elle a changé. D'ailleurs, cela peut nous donner beaucoup de réflexion par rapport au prétendu, entre guillemets, excusez le terme, niveau d'autisme. Voyez, je pense que c'est bien plus intelligent de parler en termes de parcours de vie. Voyez, c'est peut-être sous cet angle-là qu'on devrait l'appréhender. D'ailleurs, faut-il le redire, médicalement parlant, dans le fameux DSM, le texte officiel, il n'y a plus, ou il n'y a pas de niveau, entre guillemets, d'autisme. Et peut-être une deuxième idée qui m'a beaucoup plu cet après-midi, c'est autour de la notion de l'emploi, il y a la question de la qualité de vie. De la qualité de vie au sens humain du terme. Voyez, donc beaucoup de personnes autistes, pardon de le dire aussi brutalement et aussi directement, beaucoup de personnes autistes vivent dans un environnement qui n'est pas bénéfique pour elles. Un environnement, pardonnez ce terme fort, qui peut être toxique. Combien, par exemple, de grands adultes, quand je dis grands adultes, ce ne sont pas forcément les très jeunes adultes qui ont leurs parents juste derrière pour les aider. Combien, notamment, de grands adultes vivent dans des conditions catastrophiques en termes de logement, en termes d'environnement social inapproprié, non porteur, plutôt plombant, pour utiliser ce terme. Je pense que ça va réfléchir à tout ce cadre de vie, c'est un prérequis. Comment est-ce que l'on peut s'épanouir, y compris sur le plan professionnel ou autre, si le logement ne suit pas? S'il n'y a pas, j'allais dire, une autonomie, un apprentissage à l'autonomie, ne fût-ce que minimal. Et c'est à ce titre-là que je tiens à saluer une nouvelle fois le projet Andros, mais aussi d'autres projets. Il y en a un que je pense j'en aurais pu peut-être aussi développer aujourd'hui et la fois précédente. C'est la Maison des possibles de Rachel Couillet, qui donc plutôt est sise dans le sud de la France. Mais la Maison des possibles est donc un lieu où personne n'habite au sens strict, mais c'est un lieu où on apprend à habiter, où on apprend à vivre et surtout où on se plaît à vivre et à habiter. Si ce projet-là a pu être lancé par une personne, en l'occurrence Rachel, mon amie Rachel, qui partait vraiment avec des moyens presque nuls sur le plan financier. Et si ce projet a pu naître, a pu se développer, c'est que véritablement ce type de projet-là
peut croître quasiment n'importe où. Hein. Et il est absolument saisissant de voir comment un tel lieu peut devenir un lieu de vie, mais aussi et surtout un lieu d'apprentissage à la vie. Hein, voyez? Et donc, c'est un peu ce double cercle vertueux entre travail et tout le cadre de vie sur lequel on peut travailler. J'aurais envie d'utiliser cette métaphore un peu facile qu'on utilise souvent dans la littérature de l'Antiquité. L'oiseau a deux ailes, hein, voyez. L'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Peut-être que l'on pourrait réfléchir en ces termes s'agissant donc de l'emploi, s'agissant du cadre de vie. Hein. Mais finalement, d'une certaine façon, plutôt que de développer de grandes théories, c'est par la pratique que les choses se font. Hein. Et je pense que le plus important, le plus intéressant, c'est de savoir rencontrer le plus grand nombre possible de personnes, de familles, pour découvrir tout cet univers étrange, tout cet univers ô combien stimulant. Bon, je ne bavarderai pas davantage. Je ne sais pas s'il y a d'autres peut-être questions ou sollicitations. En tout cas, voilà, j'allais dire, non seulement la parole est à vous, mais surtout l'avenir est à vous. Merci, Monsieur Chevalec, pour cette conclusion. Je suis en train de regarder le chat. Bon, encore une fois, tout le monde était en train de vous écouter très, très sérieusement. Bon, on n'a pas... Oui, je vous laisse la parole. Je vais juste pour quelques questions que je vois passer. Donc, en effet, la Maison des Possibles est à Lunel. C'est tout près de Montpellier, hein, si vous préférez. Hein. Donc, ce qui est remarquable à Lunel, c'est que cette Maison des Possibles est devenue vraiment une sorte de centre qui polarise tout le quartier. Hein. Donc, même la vie des gens non autistes devient un peu fédérée par ce projet. Comme quoi, à Lunel, il n'y a pas que des terroristes. Hein. À une époque, on parlait de Lunel en lien avec le terrorisme. Donc, il y a surtout des autistes qui savent faire des chouettes choses. Hein. Voyez, donc, ensuite, pour ce qui est des possibilités d'échanger, oui, dans la limite de mes faibles forces et moyens, volontiers, vous pouvez m'écrire un email ou vous pouvez, je peux peut-être partager mon email ou si vous souhaitez le faire. Voilà, Je vous laisse le faire. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je suis en train de l'écrire. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues? Alors. Bon, il y avait une question, mais je pense que vous allez me répondre qu'on pourrait en parler encore pendant une semaine. Monsieur Chovanec peut-il donner des conseils? Comment accompagner une personne autiste sur la notion d'injustice au travail? Alors ça, le problème, c'est que les gens autistes ont un très fort sens de la justice, voyez, et dans la plupart des cas, rien. Quelle que soit, j'allais dire, la promesse d'argent ou les menaces, etc., rien ne ferait oublier ce sentiment de justice à la personne autiste. Ça, c'est-à-dire quand la personne autiste a l'impression, la conviction d'être face à une injustice, rien ne l'arrêtera ou presque. Par contre, on peut faire, c'est de travailler ensemble sur cette situation, discuter de la chose avec la personne. Hein. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'il est nécessaire ou souhaitable de brimer ce sentiment de justice des gens autistes? Je n'en suis pas sûr. Peut-être que justement nos entreprises ou nos administrations gagneraient à respecter un peu ce sens de la justice. Hein. Et c'est peut-être d'une certaine façon ce dont notre monde a le plus besoin. Quoi. Voyez, on pourrait reprendre, sans le développer cette fois, l'image, l'exemple de Greta Thunberg. Voyez, ce sens de la justice, lorsqu'il est présent, lorsqu'il se manifeste, eh bien, les gens, d'une certaine façon, sont attirés légitimement. Et donc, qu'a-t-on à perdre finalement que de promouvoir la justice?
plus. Bon, pardon pour cette réflexion. Je ne connais pas le cas particulier, mais si la personne qui a posé cette question souhaite discuter de ça avec moi par email, c'est possible. Oui, pardon, merci. Heureusement que vous êtes là. J'ai vu aussi un autre commentaire pour. Je vous enverrai, enfin, j'enverrai à tous les participants le lien vers le court-métrage dont parlait Madame Joguet tout à l'heure. Le court-métrage de Joseph Chovanec, je l'enverrai par retour de mail. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes pour la qualité de vos interventions de cet après-midi. Je vais partager un petit sondage, voilà, hop, hop, pour connaître votre satisfaction globale et si ces informations vous permettront de faire évoluer vos pratiques professionnelles. On avait beaucoup de personnes d'Île-de-France cet après-midi lors de ce webinaire. Alors, j'attends encore quelques secondes que tous les spectateurs répondent au sondage. Allez, encore un petit pourcent. Hop. Voilà. Donc, on a 66, enfin, même plus. Les participants sont globalement satisfaits du webinaire et pour 95%, cela va faire évoluer leur pratique. Donc, c'est une très bonne chose. Merci à tous. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Donc, il sera possible d'échanger avec les différents intervenants par mail. Je vais vous envoyer rapidement les différents documents et les différentes coordonnées de chacun. Voilà. Merci. Bonne fin de journée.